Salut les amis et bienvenue pour une édition spéciale de fin d'année. Oui, je sais, ça fait un petit moment depuis quand j'ai pas mis des vidéos en ligne. C'est parce que je n'ai pas eu le temps et puis j'ai eu un petit moment de réflexion car à un moment donné j'ai estimé que je vous ai donné assez d'infos pour apprendre à accorder correctement. Et donc j'étais sur le doute et je me disais est-ce que je vais continuer, est-ce que je ne vais pas continuer. Mais là me voilà finalement motivé et je vais profiter de cette période parce que c'est les vacances, on ne joue pas forcément et c'est le meilleur moment d'attaquer un sujet que j'avais ou une thème que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Elle aurait pu être très bien la première sur ma chaîne. Et il s'agit bien des tendinites, donc les blessures et le matériel de tennis. Alors, avant qu'on commence, j'ai une petite parenthèse, ou quoique deux petites parenthèses. Premièrement, je tiens à remercier Tennis Pro pour cette belle machine, quoique pour la belle remise sur cette machine. Donc, merci l'équipe. Et deuxièmement, je vais répondre à quelques commentaires qui m'ont été posés sur la chaîne et des commentaires qui me demandent ou des abonnés qui me demandent souvent des infos par rapport au cordage. Qu'est-ce que tu en penses de ce cordage? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Alors, les gars, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Quand on parle des cordages et de choix de cordage, sachez que c'est quelque chose qui est propre à chacun. Les sensations que moi je peux avoir avec un cordage, elles peuvent être exceptionnelles, tandis que pour vous, elles peuvent être exécrables. D'accord? Donc, le seul moyen pour que vous arriviez à trouver votre meilleur cordage, vos meilleures sensations, c'est tout simplement acheter marque par marque, garniture par garniture. Je vous recommande bien de prendre deux garnitures de chaque et les tester à des tensions différentes, par exemple 23 kg versus 20 kg, et vous verrez les sensations que vous avez. Là, par exemple, il y a des joueurs qui jouent avec Solinco. C'est quelque chose que moi je déteste. Donc, c'est les goûts et les couleurs. Donc, je ne peux pas vous répondre quel est le meilleur cordage parce que ça s'adresse ou c'est en fonction de la technique de chacun. Si vous voulez vite fait un top de mes préférences, je joue en ce moment avec Yonex Polytour TAF. Attention, ce n'est pas le Polytour Pro, c'est le Polytour TAF. Après, j'ai Kirschbaum Super Smash. Après, j'ai MSV Focus X. D'accord? Donc, ça, c'est mes trois choix. Mais pour vous, c'est des cordages qui peuvent ne pas convenir. Donc, à vous de tester et tester et tester et tester jusqu'à quand vous allez tomber sur le bon. Je vais prendre le petit garçon ici parce que, hop, il vient là, toi. Et je vais vous présenter aussi mon petit bébé. Alors, c'est cette petite beauté là de Maine Coon croisé qui est un monstre de chat. Tiens, vas-y là, toi. Et tu me laisses tranquille. Et si tu veux sortir, tu sors. Donc, aujourd'hui, on va parler des tendinites et le matériel de tennis. Et je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique. Alors, les tendinites et le matériel de tennis. Alors, je vais profiter du fait que je suis professionnel de santé, je suis kiné et j'ai accès à pas mal des infos. Mais je vais décrire la tendinite en elle-même. Qu'est-ce que c'est un tendon déjà? Eh bien, c'est la terminaison d'un muscle qui s'insère directement à l'os. Et selon les facteurs de vie quotidienne et les facteurs mécaniques, on peut développer une tendinite. D'accord? Il y a plusieurs types de tendinite. On peut avoir une tendinite à la moitié du tendon. Bien sûr, on est concerné
par l'extenseur parce que c'est celui qui pose le plus de problèmes, ou on peut avoir ce qu'on appelle une enthésopathie. L'enthésopathie qui est ni plus ni moins une tendinite d'insertion, donc ça fait mal exactement sur le point d'insertion sur le condyle. D'accord? Contrairement à un ligament qui est censé attacher deux segments osseux pour que ça empêche de bouger, voir les ligaments croisés, hein, d'accord, qui font qui donne le test du tiroir quand ça part vers l'avant. Donc les tendons sont croisés comme ça et ils empêchent os à l'os ou os sur os qui empêche le genou de bouger. Et bien, le tendon, comme je vous ai dit déjà, c'est la terminaison d'un muscle qui s'insère sur l'os et sur le condyle dans ce cas-là. Alors, nous avons des infos qui nous disent en tant que professionnels de santé que 90% de ces tendinites sont provoquées par la déshydratation. Donc, qu'est-ce qui nous amène à la déshydratation? Parce que il y a peu de personnes qui savent qu'ils ont des tendinites qui ne sont pas provoquées par le tennis. Ils ont des tendinites qui sont là, déjà présentes, et peut-être que le tennis, tout simplement, c'est la petite goutte qui fait déborder le verre. Donc, sur ça, on a les facteurs de vie quotidienne. Je me suis mis là ce petit papier là pour être sûr que je vais tout couvrir. Les facteurs de vie quotidienne impliquent la fatigue, le stress et le manque du sommeil récupératoire. Donc c'est ce que j'appelle moi la sainte 3 qui va amener à la déshydratation du tendon. Et là on a la tendinite. De l'autre côté on a les facteurs mécaniques qui sont bien les vibrations et le geste répétitif. Et là bien sûr on explose le bras. Pour dire franc. Donc, il y a aussi des études pour que vous compreniez un peu mieux qui se font par rapport aux forces d'impact de la balle. Par exemple, j'ai vu un test qui a mesuré une balle de tennis qui se déplaçait à une vitesse de 134 km à l'heure et qui produisait une force d'impact de 550 Nm. Ça veut dire 55 kg. Donc imaginez-vous sur une articulation raide comme je le montre en ce moment, au lieu de l'avoir souple comme ça, qu'est-ce que ça veut dire de prendre 55 kg dans la raquette? Bien sûr, ça c'est pour les joueurs de très haut niveau. Nous, on est des amateurs de club, 4e, 3e, 2e série, donc on parle des vitesses bien plus réduites ou inférieures. Mais je vais faire une moyenne, je vais couper la poire en deux et c'est 135 km à l'heure. Je vais les mettre selon le niveau du jeu entre 60 et 70 km à l'heure qui produisent quand même en moyenne une force d'impact d'entre 10 et 12 kg. Bon, 10 kg c'est un seau d'eau. Essayez de garder un seau d'eau dans les mains et voyez ce qui se passe. Et tout simplement, cela vient de la rigidité du poignet. Alors, il y a quelque chose dont je ne voudrais pas vous en parler, mais je vais le faire quand même, parce que ce n'est pas mon domaine, c'est tout simplement un truc de coaching, et c'est tout simplement la souplesse de l'articulation. Je vais être court pour expliquer cela. On frappe avec une articulation extrêmement rigide au lieu de l'avoir fluide comme ça et laisser l'articulation faire. Et donc quand on prend la balle dans la raquette, ben, ça fait mal. Et si vous voulez, dans le tennis, on dit on frappe la balle. En fait, c'est faux. On ne frappe pas la balle, mais on jette la raquette dans la balle. Donc pour avoir une articulation souple, il faut jeter la raquette dans la balle et là vous n'aurez plus
vous n'aurez plus des problèmes avec les tendons. Mais bon, ça c'est question de coaching. Je vous invite à parler avec vos entraîneurs du club ou si vous voulez vous en débarrasser de ça parce qu'à un moment donné, on arrive à créer des automatismes et c'est un peu difficile de corriger tout ça. Prenez des cours particuliers avec vos entraîneurs et concentrez-vous sur ça jusqu'à quand ça va devenir un automatisme. Ensuite, deuxième point, on est sur la description des raquettes. Donc, il existe trois types de raquettes selon leur poids. D'accord, on a des raquettes entre 240 et 275 grammes qui sont des raquettes loisirs pour les joueurs de dimanche. On va les laisser du côté parce que ces raquettes ne nous intéressent pas forcément. On a des raquettes versatiles ou de spin, comme on les appelle, avec un poids qui est compris entre 275 grammes et 295 grammes. D'accord? Et c'est ces raquettes qui posent le plus souvent des problèmes. Et après, on a des raquettes qui sont les raquettes de contrôle et qui dépassent les 300 grammes. D'accord? On a le 300 en 305 grammes, en 315 grammes. Alors, l'avantage et le désavantage de ces raquettes. Plus la raquette elle est lourde, plus elle est souple. D'accord? Donc on parle là d'une rigidité de la raquette entre 60 et 63 RA avec un équilibre en manche. Pourquoi? Pour avoir plus de maniabilité. Donc ça c'est une Yonex V-Core Pro 100 qui a un équilibre. Je lui ai rajouté moi un petit truc là, mais ça me fait un équilibre un peu en manche. Alors, la différence entre une raquette avec le poids en manche et une raquette avec le poids en tête, ben, vous pouvez voir tout simplement. C'est une chose quand j'ai tout le poids de la raquette qui est en tête et quand je frappe la raquette, tout simplement, ça me tord le poignet. Et c'est une autre chose quand j'ai une raquette équilibrée en manche, donc tout le poids, il est ici. Et la tête, elle va être plus légère pour prendre les impacts et plus douce. Le problème, c'est que pas tout le monde peut jouer avec une raquette lourde. Moi, je pense que oui, c'est question d'habitude. Et vous serez beaucoup mieux avec une telle raquette, mais vous allez voir plus tard comment on peut transformer une raquette légère et on peut lui changer le balance ou l'équilibre, comme on dit. Donc, ces raquettes-là, pour les joueurs qui ont des problèmes de bras, les raquettes légères, il faut les éviter. Et je vais vous dire quelles sont les raquettes qui sont les plus problématiques et qui provoquent le plus de dégâts au niveau de votre coude là. Pas forcément dans un ordre 1, 2, 3, parce que finalement elles sont un peu toutes pareilles. On a Babolat Pure Aero Team. En fait, tout ce qui est de chez Babolat, de la gamme Team, sont extrêmement rigides. C'est des raquettes qui dépassent les 70 RA, ce qui font de ça des raquettes super rigides. Donc on a la Pure Aero Team, la Pure Drive Team, la Pure Strike Team. Je ne sais pas si ça existe encore le Pure Control. On a une raquette à éviter qui est la Wilson Ultra. Et on a la Dunlop FX 500. Donc ça, c'est des destructeurs de bras. Il faut éviter ces raquettes. Donc, si jamais vous voulez protéger le bras, mon conseil, c'est de passer, si vous vous permettez de changer de raquette, mon conseil, c'est de passer sur une Wilson Clash, qui est la plus souple raquette du marché en ce moment, ou bien sur des raquettes Prokenex. Mais vous allez voir que finalement, on peut adapter ces raquettes-là. Bon, qu'est-ce qui est important sur les raquettes?
Et on va partir du manche. Alors, je vois pas mal de joueurs qui jouent avec le grip d'origine. C'est une grosse erreur, d'accord? Parce que ce grip d'origine, en fait, il est un transmetteur d'informations, d'accord? Donc, plus je joue avec un grip d'origine, plus je vais l'user et en l'usant, plus il va me transmettre des vibrations, d'accord? Donc, on rajoute bien un surgrip, on va le salir, d'accord? On ne va pas abîmer le grip d'origine et puis je change, je change le surgrip et je sais que le grip d'origine il va être intact. Pour ceux qui ont, bien sûr qu'on parle des problèmes de bras, ce que vous pouvez faire au niveau de votre grip, c'est le remplacer par un grip confort. Et là, j'ai des exemples en tête, comme par exemple le Babolat XL Gel, Wilson Cushion Pro. J'ai vu chez Head des grips. En fait, le grip, en général, plus il est épais, ça part de 1,5 mm jusqu'à 2,2. Donc, plus il est épais, plus il sera confortable et plus il sera doux avec votre bras. Mais, voilà, ne jouez pas avec des grips, le grip d'origine. J'ai vu même sur Internet qui présente chez Babolat grip utilisé par Nadal. Alors, Nadal, il n'a jamais joué avec un grip. Lui, si vous vous rappelez de ses doigts bandagés, là, lui, il a joué toujours avec un grip, avec deux surgrips, d'accord? Et ce qui rendait le manche extrêmement raide parce qu'il avait besoin de ces informations de la raquette. Et donc, il mettait toujours deux surgrips. Après, le meilleur au niveau des sensations, bien sûr, ça reste le grip en cuir. Donc, si vous voulez des sensations, vous prenez un grip en cuir. Si vous voulez du confort et protéger votre bras, vous prenez un grip épais. Après, comment on arrive à reconnaître aussi les raquettes qui sont rigides? Ben, c'est tout simplement question de profil du cadre. Alors, plus le profil du cadre il est petit, il est dans les 20-21 mm plus, ça vous indique que vous êtes sur une raquette souple. De manière générale, plus le profil du cadre il est de 22-23 mm, donc bien sûr on a plus de matériel qui renforce, donc plus la raquette elle sera rigide. Mais bon, je vous ai dit déjà quelles sont les raquettes les plus rigides. Ensuite, le plan de cordage. En 16-19, c'est le classique, d'accord? Donc il faut éviter un plan de cordage de 18-20 parce que bien sûr il va être plus rigide. Donc on préfère rester sur un cordage de 16-19 ou voire en 16-18 si on les trouve encore parce que les cordes seront beaucoup plus espacées et ça va vous donner beaucoup plus d'élasticité, donc beaucoup plus de confort. La raquette peut être un peu difficile à contrôler au départ, mais c'est à vous adapter à la raquette et pas la raquette. La raquette ne s'adaptera pas à vous. Après, on a sur les raquettes les micro-fissures. D'accord? Donc, si vous avez des raquettes que vous, je ne sais pas, comme ça arrive souvent, vous les avez jetées par terre de colère ou tout ça, elles présentent des micro-fissures au niveau du cadre, quoique des micro-fissures qui sont invisibles à l'œil, mais elles sont bien présentes dans la raquette, une raquette que vous avez jouée depuis 3-4 ans et qui a commencé à avoir des petits coups sur les côtés, la peinture qui saute et tout ça. J'ai vu des raquettes même qui ont cette partie du haut du cadre lisse, d'accord? Autant le jonc de remplacement, mais autant le matériel de la raquette, mais ça c'est une catastrophe, d'accord? Donc pensez à ces raquettes qui présentent des signes d'impact et ça va être le moment où vous devrez changer la raquette à cause de ces micro-fissures qui vont vous envoyer pas mal de vibrations dans le bras, peu importe ce qu'on a ici comme grip. Et là,
On arrive au troisième point et c'est les cordages. Alors, les cordages, mamma mia, là, il y a pas mal à discuter. Mais comment on arrive à dépister un cordage propre ou bon ou pas agressif pour son bras? Alors, je ne vais pas parler des cordages du genre synthetic GAT parce que le synthetic GAT, c'est qu'une dénomination commerciale qui veut dire boyau synthétique, mais au fait, c'est que du nylon. On a les multifilaments, on va parler un tout petit peu après, mais on va se concentrer sur le monofilament. Alors, le monofilament, il existe en 4 versions. Donc, on a, ou quoique je vais les faire un peu autrement. Si vous voyez un cordage qui est décrit comme polyester, déjà c'est un cordage à éviter pour le bras. Parce qu'il y a le polyester et le copolyester. Le copolyester, il va être toujours plus souple qu'un polyester. D'accord? Donc au niveau de la rigidité des cordages, bon, sachez que le Luxilon 4G, c'est de loin le plus rigide cordage du marché. Le plus souple, ça va être le Yonex Polytour Pro. Et après, en deuxième, il me semble que c'est le Volker Cyclone. Donc, on a ces deux catégories. On va se mettre sur le copolyester parce que c'est celui-là qui nous intéresse et on va voir comment on va le dépister. Donc, premièrement, vous prenez et sur les monofilaments en copolyester et en polyester, on a le suivant. On a le cordage rond, on a le cordage géométrique ou structuré et on a le cordage torsadé. Alors, sachez que plus un cordage il est travaillé, d'accord, qu'il soit hexagonal, pentagonal, octogonal, donc plus le cordage il est travaillé, plus il va être rigide. Donc l'idéal, ça serait que vous restez sur un cordage rond qui sera toujours plus souple par rapport à un cordage géométrique. Deuxièmement, c'est la couleur de ce cordage-là. Tout à fait, j'ai en tête le Headlinks, d'accord? La couleur, elle est très importante parce que le comportement du cordage diffère selon sa couleur. Ça veut dire que plus on rajoute de la couleur ou du pigment dans un cordage pour le rendre du blanc au noir, comme chez, je vous ai dit, Headlinks, on a le blanc, on a le jaune, on a jusqu'on arrive au noir. Donc, sa version blanche sera la plus souple et sa version noire sera la plus rigide. Donc, ça, c'est des questions, ça, c'est des trucs là qui peuvent vous aider à trouver un cordage. Après, c'est la jauge. Donc, on a des jauges qui partent de 1,17 jusqu'à 1,30. Donc, si vous avez des problèmes de bras, je vous conseille de jouer avec une jauge fine, 1,17 en 20, d'accord, et avec une tension basse aux alentours de 20 ou 18 kg, pourquoi pas. Le grand avantage, c'est que vous allez gagner en confort, mais le grand désavantage, c'est que vous allez perdre la tension plus vite. Mais bon, si vous avez des machines accordées à la maison, vous pouvez le faire là parce que vous changez quand vous voulez. Donc, ça, c'est les cordages. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait avec une raquette du moment qu'on a des problèmes au bras, mais on ne peut pas se permettre tout à fait de changer une raquette parce que, soyons honnêtes, une raquette, ça a un coût assez important. Donc, on va voir un tout petit peu comment travailler sur une de ces raquettes. Donc, on passe dans la partie tuning. Alors, ici, hop, déjà, pour stabiliser la raquette, dans cette région, dans cette zone-là, on peut rajouter du plomb.
D'accord? Et quand on frappe la balle, on va stabiliser la raquette et la raquette elle fera plus comme ça dans la main. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever le petit bouchon d'ici. Voyons si le mien il veut s'enlever. Normalement, il doit sortir. Hop, voilà. Et donc là, vous allez voir la résine. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour modifier le balance de cette raquette? Ben, tout simplement, je vais me prendre 4 morceaux de métal. 1, 2, 3, 4. Je vais y mettre de la silicone dedans et je vais fixer ces quatre bouts de métal que vous les trouvez même sur les sites de tennis là, pour changer le comportement de votre raquette. Et comme ça, vous pouvez amener l'équilibre de votre raquette en manche qui vous permettra d'avoir, bon, ça va augmenter un tout petit peu le poids de la raquette, ça va changer bien sûr le swing weight de la raquette. Alors le swing weight, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, le swing weight de la raquette, c'est, on parle de l'inertion de la raquette. Ça veut dire que la raquette en mouvement, elle produit un poids qui normalement est supérieur au poids cordé de la raquette. Donc si j'ai un poids cordé de la raquette de 320 grammes, le swing weight il va selon les raquettes vers 340 et tout ça. Et donc si j'adapte la raquette, je peux impacter ce swing weight. Il y a une machine de calibrage spécial qui mesure ce swing weight. Mais bon, on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là parce que c'est vraiment des trucs de pro décordeurs là, qui le font. Mais vous pouvez tout simplement vous concentrer sur ce truc-là. Qu'est-ce qu'il me reste à dire là? Voyons si j'ai sur la feuille quelque chose qui me manque. Eh bien non, c'est un peu tout. Je vais vous parler un peu des multifilaments. Donc, le plus simple, peu importe la raquette, qu'on la touche ou qu'on ne la touche pas, le plus simple, c'est que dès que vous avez des problèmes au bras, vous changez le monofilament versus un multifilament. Il y a une multitude des multifilaments sur le marché qui peuvent produire des très bonnes sensations, vraiment. Genre le Technifibre X1 Biphase ou Wilson NXT. Après, vous avez Solinco Vanquish, même si je vous ai dit que je ne suis pas fan. Eh bien, ce Vanquish, il est en très bon cordage. Ce que vous voulez je ne sais pas, par exemple, en Luxilon Element, il sera bien pour votre bras. Après, vous avez quoi d'autre? Vous avez le Head Velocity, mais sachez que dans les marques ou la marque qui produit les meilleurs multifilaments, c'est Prince. D'accord? Donc ne soyez pas réticents à ça et vous dire ah non, mais moi je suis joueur là, moi je reste sur un monofilament, je ne vais pas jouer avec un multifilament, genre c'est dénigrant. D'accord, c'est pour débutants. Non, moi je joue en ce moment avec celui-ci qui est en cordage, c'est le Edra qui est en multifilament en 1,35 mm qui vient du Pro Tennis Shop et je vous conseille d'aller sur ce site-là et faire un petit tour. Ils ont Pro Tennis Shop, en fait, eux, ils sont spécialisés dans les machines à corder et les cordages. Et vous allez voir sur ce site-là qui a, je ne sais pas, 6 types de multifilaments, notamment un multifilament que moi j'ai testé avec du Kevlar dedans. Il se comporte vraiment comme un monofilament, mais il est un tout petit peu rigide, sans prendre le contrôle. Bon,
moi, je suis avec le Hedra, puis ils ont un autre qui est pas mal non plus. Alors, je vais vous les présenter. Donc, ça, c'est le haut de gamme, c'est le MaxiFly. Et ça, c'est un monofilament. Ça, c'est un monofilament qui s'appelle Silvery. Et c'est un cordage de transition. Donc, quelque chose de très souple. J'ai essayé plusieurs cordages de chez eux. Il m'en reste encore parce qu'ils m'ont envoyé des échantillons. Donc ça c'est le Silvery que je l'ai en bobine. Ça c'est le Prodigy que je n'ai pas encore testé. Et ça c'est le Black Magic. J'en ai testé de chez eux deux autres cordages et il s'agit du Numa et du Red Magic qui sont des monofilaments. L'un il est rouge, l'autre il est noir. C'est des cordages très souples et c'est un régal de jouer avec. Donc mettez-vous du multifilament ou au moins jouez avec un hybride. Donc du monofilament en montant et du multifilament en travers. Voilà, ça c'est mes conseils pour protéger vos coudes. Bien sûr, un petit détail par rapport au service. Essayez d'éviter le kick, d'accord? Parce que le kick, au fait, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur et pas vers l'intérieur quand on fait un service plat. Et ça produit une blessure au niveau du subscapulaire. Parce que le geste du kick, quand je l'amène à l'extérieur là pour donner cet effet à la balle, je dois faire cette rotation interne qui va finir le geste soit derrière le dos, soit devant. Et c'est assez nocif pour le subscapulaire. Donc, essayez de choisir un service slice ou sinon un deuxième service plat qui vous permettra de ne pas se faire attaquer et éviter le kick. Bon, je pense que j'ai tout couvert. Ouf, j'ai eu des émotions. Et ça, c'était la vidéo de fin d'année, des passages des années. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour l'année 2026, plein de victoires ou sinon tout simplement amusez-vous bien sur le terrain de tennis et restez safe. Et si vous avez des idées ou si vous voulez poser des questions, faites-le dans la rubrique commentaires. Autant pour des sujets que vous voudriez que je les approche ou que je les aborde et on va se voir sur ma chaîne avec un de ces vidéos. Donc jusqu'à là, je vous souhaite encore de très belles fêtes et on se voit dans un an, non? Allez, salut!